This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Auckland, 20 janvier 2012. 10h30. Kim.com, Matthias Ortmann, Bran van der Kolk et Finn Batato se retrouvent enfermés au commissariat de North Shore. La cellule dans laquelle ils sont parqués pue la sueur, les relents de vomi et le désinfectant bon marché. Une cage à poivreaux, histoire de leur mettre la pression et les faire craquer. Dotcom et ses potes sont habitués au luxe et aux résidences classe, pas au bas-fond. Mais le petit jeu psychologique des flics ne fonctionne pas. Les 4 associés savent qu'on ne peut pas les garder enfermés sans la présence de leur avocat. C'est de l'enfumage. Ils n'ont rien contre nous, dit Ortmann. On a respecté la loi américaine. La stratégie est simple. Pas un mot pour le moment. Si les 4 refusent de parler, les flics, eux, se montrent bavards. Devant les caméras, ils sortent le grand jeu. Ils ont saisi 18 bagnoles de luxe, dont une Rolls-Royce Phantom, des Mercedes et une Cadillac de collection. L'idée est simple, faire croire que Dotcom vivait comme un narcos, retranché dans une hacienda. Les flics en font des caisses sur l'intervention de la brigade antiterroriste. Ils donnent des tas de détails, ils arrangent le récit, ils se donnent le beau rôle. La plus grosse opération de police de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Quand ces avocats arrivent, Kim.com se contente de les écouter. On est vendredi après-midi. Pour sa fête d'anniversaire, c'est foutu. Aucun juge n'acceptera de les libérer, lui et ses associés, avant le week-end. Il faut attendre lundi. Kim hoche la tête. Il s'inquiète pour Mona et pour ses 2 fils. Il doit juste se montrer patient, ne pas se laisser aller à déprimer. Il doit contrôler sa parano et réfléchir calmement. Aux États-Unis, le FBI entre en scène. Les fédéraux affirment qu'ils ont déjoué une conspiration méga. C'est comme ça qu'ils appellent la fermeture de Mega Upload. Ils ont besoin d'un slogan qui claque. Ils donnent des chiffres. Le site comptait 1 milliard de visites et 180 millions d'utilisateurs réguliers. Depuis 2005, Mega Upload a touché 150 millions de dollars via ses abonnements et 25 millions en revenus publicitaires. Pour le FBI, Dotcom a dirigé une conspiration visant à reproduire et diffuser volontairement des millions de copies illégales de films, de disques, de jeux vidéo et de logiciels. Dans sa cellule, Kim secoue la tête. On est un hébergeur de contenu. Ils n'ont rien contre nous. Auckland, 23 janvier 2012. Lors de l'audience du lundi matin, le juge David McNaughton, qui a signé le mandat de perquisition et le mandat d'arrêt contre Dotcom et ses associés, refuse la mise en liberté sous caution. McNaughton est sensible aux arguments du FBI. Les 4 prévenus risquent de s'enfuir du pays. Paul Davison, l'avocat de Dotcom, explique que les fédéraux ont gelé tous les comptes de Mega et ceux de son client. Dotcom n'a plus $1 en poche. Il ne peut aller nulle part. Le juge secoue la tête. Non. Il reste peut-être des comptes planqués dans des paradis fiscaux dont la police ignore l'existence. Le juge soutient le FBI.
Les Américains poussent pour une condamnation maximale de 20 ans pour escroquerie et racket, plus quelques années supplémentaires pour d'autres délits, comme fraude fiscale. .com, Hortman, Van der Kolk et Batato restent en prison, pour le moment. Parloir du centre pénitentiaire de Mount Eden, février 2012. Paul Davison a accepté de défendre les intérêts de Kim.com. Kim lui a dit qu'il n'avait pas de fric. Davison lui a expliqué que ce n'était pas un problème. Kim paiera les honoraires quand il aura récupéré ses comptes personnels et ceux de Mega. Kim affirme que les accusations du FBI ne tiendront pas devant un grand jury. Le problème est politique, dit-il. Il s'agit, 1, de calmer Hollywood, qui est parti en vrille, et 2, de ne pas perturber la réélection d'Obama au mois de novembre. Problème, il ne peut rien faire de ce genre d'argument dans un procès. Les avocats des prévenus ont déposé de nouvelles demandes de remise en liberté sous caution en apportant de nouvelles garanties. Les clients restent à la disposition de la justice. Le juge McNaughton hoche la tête. Bram Van der Kolk est libéré le 9 février. Finn Batato le 13. Matthias Hortman le 16. Kim.com, lui, reste en tôle. Dans sa cellule de 3 mètres sur 3, .com dépérit. Ses problèmes de santé s'aggravent. En raison de son poids, il souffre de déplacement des disques vertébraux. L'immobilité prolongée accentue les douleurs dorsales. Il a besoin de voir un kiné presque tous les jours pour faire des exercices. De plus, il souffre de diabète, d'hypertension, de cholestérol et de problèmes hépatiques. Le maintenir enfermé lui fait courir de graves risques médicaux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Tribunal du district de North Shore, 22 février 2012. Paul Davison a saisi un autre magistrat de la demande de libération sous caution de Kim.com. Le juge Newin Dawson se montre compréhensif. Le risque que .com s'enfuit de Nouvelle-Zélande est quasiment nul, compte tenu du gel de ses avoirs. La caution est fixée à 10 millions de dollars directement pris sur ses comptes personnels. Coatesville Mansion, 22 février 2012. Kim retrouve Mona et ses 2 fils. Il s'est fait du souci pour eux. Heureusement, son vieux pote Tony Lentino, un homme d'affaires néo-zélandais, lui a avancé 250 000 $ pour subvenir aux besoins de Mona et des enfants. Kim a maigri. Ses traits sont cernés. Il dort mal et il est en boucle. Une lueur paranoïaque tourne au fond de ses yeux. Pendant le mois passé en détention, il a eu le temps de réfléchir. « Je veux consulter tous les documents du FBI, dit-il à Paul Davison. Je veux savoir tout ce qu'ils ont sur moi. » Davison approuve. Son intuition lui dit que les fédéraux ne disposent d'aucun élément prouvant que .com a eu l'intention claire et avérée d'enfreindre la loi DMCA sur la propriété intellectuelle. Si le FBI ne possède pas la preuve d'intentionnalité, alors les accusations de fraude, de racket et de blanchiment d'argent tombent d'elles-mêmes. Auckland, mai 2012. Le juge David Harvey est saisi de la demande d'extradition présentée par l'administration américaine contre .com et ses associés. Le magistrat doit se prononcer sur la recevabilité de cette demande avant que le gouvernement décide, ou pas, d'expulser les 4 prévenus. Davison dit que pour juger de cette recevabilité, l'accusation doit présenter les éléments dont elle dispose contre les accusés. Le juge Harvey approuve l'argument de Davison. Il autorise la mise à disposition des preuves détenues par le FBI contre Kim.com.
Dans le prétoire, Davison serre le poing. Il vient de remporter une victoire importante. Haute Cour de Nouvelle-Zélande, 28 juin 2012. Kim.com a retrouvé le moral. Peut-être que cette histoire n'est qu'un mauvais rêve. Il va se réveiller et ce sera fini. Paul Davison est un type très doué. D'abord, il a gagné du temps dans la procédure d'extradition. Ensuite, il a eu l'idée de contester la validité du mandat de perquisition et du mandat d'arrêt utilisé lors du raid sur Coatesville Mansion. Selon lui, les mandats étaient trop imprécis pour être valables. Il ne précisait pas les objectifs de cette intervention policière. Des objets et des documents ont été saisis alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. La procédure est donc entachée d'irrégularités. La juge Helen Winkelmann accepte l'argument de Davison. Elle annule donc les 2 mandats. Nouvelle victoire pour Kim. Washington, Maison-Blanche, 27 juillet 2011. Le patron de la MPAA, Chris Dodd, rend visite à son vieux pote, le vice-président des États-Unis, Joe Biden. Dodd est accompagné de pontes des studios hollywoodiens. Dans les appartements feutrés de l'aile ouest, Dodd se montre aimable et poli. Mais au fond, il est furieux. Les Néo-Zélandais font n'importe quoi. La procédure traîne en longueur. Dotcom devrait déjà être extradé. Il faut faire un exemple. Il faut reprendre la main. Les intérêts des studios doivent être défendus comme des intérêts stratégiques. Biden ne dit rien. Il approuve. Il sait que c'est le FBI qui a merdé. Dans la préparation de l'opération, les fédéraux n'ont donné aucune directive sur les objectifs qu'ils poursuivaient. Conséquence, les flics néo-zélandais ont foncé dans le tas. Ils ont pris tout ce qui leur tombait sous la main. 19 ordinateurs, 19 téléphones portables, 6 iPads et une dizaine d'autres portables de différentes marques. Ils ont copié toutes les données et les ont refilées aux Américains, en toute illégalité. Auckland, août 2012. Les flics n'ont pas l'habitude de se retrouver dans le box des accusés. Pourtant, ce sont eux qui doivent s'expliquer sur la perquisition du 20 janvier à Coatesville Mansion. Paul Davison a saisi la justice pour qu'elle fasse la lumière sur les irrégularités de cette opération de police. Assis à côté de Davison, à la table de la défense, Kim.com trépigne d'impatience. Cela fait des mois qu'il attend ce moment. Il va pouvoir faire entendre son point de vue, qu'on essaie d'étouffer depuis son arrestation. Les policiers ont embarqué 350 heures de vidéos familiales et près de 15 000 photos personnelles prises au cours des 15 dernières années. Sans motif valable. L'audience tourne au grand guignol. Les flics sont obligés de reconstituer devant le tribunal la totalité de la perquisition, étape par étape, depuis l'atterrissage des hélicoptères jusqu'à l'arrivée de Dotcom au commissariat de North Shore. Ils doivent s'expliquer sur les préparatifs en amont de cette opération surdimensionnée. Paul Davison fait citer à témoigner Grant Wormald, le directeur adjoint du Bureau de la sécurité de communication du gouvernement, le GCSB, qui dirige l'opération. Dans un silence gênant, Davison reprend le fil des événements et enchaîne les questions précises. Wormald se tortille sur sa chaise. Il a du mal à répondre. Puis il invoque la sécurité nationale pour ne pas livrer les noms de certaines personnes impliquées dans cette affaire. Plus Davison progresse dans son interrogatoire, et plus Wormald s'enfonce et s'obstine. La mission était justifiée par des enjeux stratégiques, affirme-t-il, sans préciser lesquels. Pour les journalistes, massés sur les bancs du public, 2 faits sont établis ce jour-là. 1. Le GCSB a espionné Kim.com au profit du FBI. 2. Le GCSB a agi en dehors de tout cadre légal. L'audience tourne au scandale politique. Le visage blême et le ton hésitant, le Premier ministre John Key n'a pas d'autre choix que de venir s'expliquer devant la presse. Bien sûr, je présente mes excuses à monsieur Kim.com, annonce-t-il. Je présente mes excuses aux Néo-Zélandais. Il s'agit d'erreurs de base, et le bureau aurait dû faire les choses correctement. Key ordonne une enquête qui montre que le GCSB a procédé à d'autres actes d'espionnage illégaux,
sur 88 personnes entre 2003 et 2012, dans le cadre de coopération avec les services secrets et la police. Malgré cette victoire, Kim est frustré. Il est convaincu que John Key était au courant de tous les détails de l'opération. Le Premier ministre nie cette accusation avec détermination. Sa carrière est en jeu. Malgré toute l'habileté de Paul Davison, il n'est pas possible de prouver que la perquisition de Coatesville Mansion a été approuvée au plus haut sommet du gouvernement par John Key. Auckland, juin 2013. Un an plus tard. .com découvre les révélations de l'analyste américain Edward Snowden sur les opérations de surveillance à grande échelle de la NSA. Dans un entretien au journal britannique The Guardian, le lanceur d'alerte explique comment l'espionnage fonctionnait. Quand il travaillait pour la NSA, Snowden disposait d'instruments capables de cibler n'importe qui, n'importe où. Le programme baptisé Stellar Wind, vent stellaire, permettait des extractions massives de données et de métadonnées afin d'établir les liens, les contacts et les relations entretenues par les personnes surveillées. .com est convaincu que c'est ce programme qui a été utilisé pour le surveiller, lui, et ses associés. Ces révélations rendent compliquée la demande d'extradition de .com et des autres membres de Megaupload. La seule satisfaction est que le site est définitivement fermé. Cela a donné du temps aux ayants droit pour contrôler les processus technologiques de diffusion des œuvres. Ce n'est pas une mince victoire. Malgré tout, les fédéraux refusent de lâcher l'affaire, car cela reviendrait à reconnaître qu'ils ont mal agi. La vie de Kim se transforme en un combat judiciaire sans fin, l'empêchant de poursuivre ses activités numériques. Le 20 janvier 2013, il lance Mega, un site de chiffrement de données destiné à protéger les internautes de la surveillance gouvernementale. C'est un fiasco complet. Kim sombre peu à peu dans l'oubli, même s'il tente de faire parler de lui de temps à autre. En septembre 2013, il fonde le Parti de l'Internet. Nouveau fiasco. 1,4% aux élections législatives de 2014. En 2017, il révèle d'avoir travaillé avec Seth Rich, un employé du Comité national démocrate. Kim affirme que Seth, assassiné le 10 juillet 2016, est responsable des fuites des emails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ces fuites jouent un rôle décisif dans la victoire de Donald Trump en novembre 2016. Depuis l'invasion russe en Ukraine, Kim soutient la Russie et relaie la propagande du Kremlin. Auckland, 15 août 2024. Dans un communiqué, le ministre néo-zélandais de la Justice, Paul Goldsmith, annonce avoir signé le décret d'extradition de Kim.com. Après une longue bataille juridique, la Cour suprême a jugé recevable la demande des États-Unis. .com dispose d'un court délai pour établir une stratégie avec ses avocats. Matthias Hartmann et Bram van der Kolk ont accepté, eux, de plaider coupable. En juin 2023, ils ont été condamnés respectivement à 30 et 31 mois de prison. Finn Batato est décédé d'un cancer en 2022. À l'heure où est enregistré ce podcast, Kim.com est en attente de son extradition.